Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en direct comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 25 novembre. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, en direct, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60 MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Madame Latefa Bellakhal, vous êtes chef de service de la prévention et du contrôle du cancer au ministère de la Santé. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Merci d'être avec nous. Ce soir, Hassan Rehani, vous êtes professeur en oncologie médicale, chef de service de l'oncologie médicale à l'Institut national d'oncologie. Et enfin, Youssef Chami, vous êtes responsable des programmes de détection précoce des cancers au sein de la Fondation Lella Selma. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Dimanche dernier, c'était la journée nationale de lutte contre le cancer. Le même jour, la Fondation Lella Selma, dédiée à la prévention du cancer, fêtait ses 10 ans. Tout le monde connaît dans son entourage, plus ou moins proche, une personne qui souffre, a souffert ou a même succombé à cette terrible maladie, ce que certains appellent même, on peut la nommer comme ça, cette saloperie. Quels sont les types de cancers les plus fréquents au Maroc? Quels moyens pour les traiter? Comment les dépister? En quoi consiste le plan national de prévention et de contrôle du cancer lancé en 2010? Lutte contre le cancer. Le Maroc est-il sur la bonne voie? C'est le titre de l'émission de ce soir. Alors, madame, messieurs, on va essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de cancer au Maroc, quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre. On parlera aussi du plan de prévention qui a été initié. Une étude a été menée qui s'appelle Connaissance, attitude et perception à l'égard du cancer. Elle a été menée auprès de la population en 2015. Il y en avait déjà eu une il y a à peu près 10 ans. Moi, on va aller dans les grandes lignes de cette étude pour qu'on puisse faire un état des lieux, mais ce qui m'a interpellé dans le titre de cette étude, c'est perception. La perception du cancer, elle est importante aujourd'hui pour pouvoir le prévenir? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. C'est une étude, je vais directement répondre à la question. C'est une étude qui a été menée grâce à l'appui de la Fondation Lella Selma Prévention et Traitement des cancers et qui a montré qu'effectivement, par rapport en comparaison à l'étude qui a été menée en 2005-2006, que la perception de la maladie elle-même, elle a changé auprès de la population générale. La perception par rapport à la possibilité des traitements, elle a été changée aussi. La perception par rapport à la possibilité d'un dépistage, d'un diagnostic précoce et bien sûr d'un traitement plus efficace et qui donne de meilleurs résultats. Tout ça a fait que ça a traduit une communication, une sensibilisation qui était de taille et qui a donné ses fruits au bout de 10 années. Alors, quand on parle de perception, avant qu'on aille vraiment dans les chiffres et qu'on fasse un vrai état des lieux, la perception auprès de la population, le Marocain perçoit différemment aujourd'hui le cancer? En fait, l'impact de cancer, c'est un impact péjoratif. On le sait depuis longtemps. Actuellement, avec le développement des traitements et la curabilité du cancer, parce qu'il faut dire que le cancer actuellement est curable. Et donc, la perception a changé. Et l'étude de la Fondation l'a très bien montré, parce qu'avant 10 ans, il y avait une étude, et puis après, il faut comparer cette étude. Oui. Et il y a une évolution de cette perception au niveau donc de patients marocains, et même au niveau de citoyens marocains. Je vous donne un exemple, rien que pour illustrer un peu cette perception. Avant, la maladie cancéreuse, c'est une équation d'une maladie mort, incurable, le mort de l'khaïb. Maintenant, il y a un changement au niveau donc de patients et au niveau de cette perception, c'est que c'est une maladie curable, c'est une maladie difficile qui reste toujours complexe, mais quand même il y a une curabilité, il y a donc une porte de sortie. Donc ça démontre qu'il y a quand même une évolution de cette perception et cet impact, il est en train de changer aussi, cet impact péjoratif au niveau de patients, au niveau de conjoints, au niveau de la société, il est en train de changer grâce justement à toutes c'est-à-dire les paramètres qui ont suivi cette lutte contre le cancer du président depuis la création de la Fondation Lella Selma, grâce aux campagnes de sensibilisation, grâce au traitement, grâce à l'accès au niveau donc aux centres qui sont éparpillés dans tout le territoire actuel, mais qui permettent un accès direct au niveau donc de ce patient. Vous l'avez senti au
au contact des patients qu'il y a vraiment un changement? Bon, là, on a des études, mais vous êtes des praticiens, vous voyez les gens, vous les recevez, vous parlez avec eux. Est-ce qu'il y a justement un changement réel dans la manière avec laquelle on peut communiquer avec les gens qui sont soit en train de se poser la question, est-ce qu'il faut aller dépister un cancer, ou lorsqu'ils ont un cancer, il y a quelque chose vraiment qui a changé? Absolument, l'étude l'a très bien montré, puisque l'étude ne s'est pas limitée à avoir l'avis du grand public, mais elle a aussi interpellé le malade, donc le malade atteint de cancer, soit guéri, soit en cours de traitement, et les malades rapportent vraiment une évolution extraordinaire par rapport à 2006, la première étude, et la deuxième étude qui a été aussi menée en 2010. La perception a également changé auprès du professionnel de santé, que ce soit dans le secteur du public, que ce soit dans le secteur privé, où les gens donc appréhendent mieux maintenant le cancer. Comme l'a dit le professeur Lehani, les structures de traitement ont été vraiment multipliées par 10, puisqu'il y a eu un développement, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé, et cela démontre donc l'intérêt et l'évolution donc de la perception et des connaissances sur cette maladie. Alors, on reviendra à la manière avec laquelle vous prenez en charge psychologiquement les patients, parce que c'est un pan extrêmement essentiel dans le traitement de la maladie. Alors, est-ce qu'on peut faire un point déjà aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est au Maroc en termes de nombre de malades, de nombre de malades traités, et surtout quels sont les cancers les plus fréquents? Parce que j'imagine qu'en fonction des populations, en fonction des pays, on a des cancers différents qui se développent plus qu'ailleurs. Alors, si vous permettez, moi je commencerai par les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, qui, selon le dernier rapport sorti en 2012 et les projections, nous avons à l'échelle mondiale à peu près 14 millions de nouveaux cas annuellement. Et ce chiffre risque d'arriver à 22 millions les 20 prochaines années. Pareil pour la mortalité, nous avons, selon le dernier rapport, 8,2 de mortalité imputable au cancer, tout cancer confondu, et ce chiffre, 8 millions, 200 000, et qui risque de passer à 13 millions à l'échelle mondiale si rien n'est fait pour arrêter ce fléau. Pour le Maroc, qui n'échappe pas à ce constat, nous avons, selon les registres des cancers dont on dispose, et bien sûr, les données des registres, ils sont les mêmes par rapport aux estimations de l'OMS. Nous avons à peu près 35 000 nouveaux cas annuellement. Recensés. À l'échelle nationale, aussi bien chez l'homme que chez la femme, et toutes localisations confondues. Par rapport aux cancers les plus fréquents, chez l'homme, le premier cancer, ou le cancer qui vient en première position, c'est principalement le cancer des poumons, avec une proportion de 24%. Suivi du cancer de la prostate avec une proportion de 10%, suivi du cancer colorectal. Chez la femme, si je dois citer les premiers cancers, c'est d'abord le cancer du sein, qui se situe en première position avec une proportion de 36%. Qui fait partie des cancers les moins mortels s'ils sont pris de manière précoce. Tout à fait, tout à fait. Et sinon, le deuxième cancer, c'est le cancer du col, avec une proportion de 14%. Et le troisième cancer, selon le registre des cancers du Grand Casablanca, nous avons le cancer de la thyroïde. Le cancer, je tiens à attirer l'attention sur le fait que le cancer du sein et le cancer du col, à eux seuls, représentent 50% de tous les cancers de la femme. Et c'est des cancers dépistables. Donc si on arrive à les dépister et à les traiter correctement, le résultat, il est meilleur et plus efficace. Alors, on va y arriver. On est là pour faire un état des lieux, mais aussi pour que les téléspectateurs qui nous regardent, si on peut faire un peu de prévention, ça mange pas de pain, comme on dirait. Mais en gros, voilà, on a un panorama de tous les types de cancers qu'on avait aujourd'hui. Est-ce que on peut les classifier en fonction de leur létalité, c'est comme ça qu'on dit, de leur caractère létal, de la mortalité. Donc on a bien vu ces cancers-là peuvent être guéris s'ils sont pris de manière précoce. Aujourd'hui, le cancer qui tue le plus, c'est quoi, si on pouvait descendre pour qu'on comprenne? Avant de répondre à cette question, j'ajouterais que parmi les signes que le Maroc a fait un pas en avant
dans les 10 dernières années, c'est le registre de cancer. Qui n'existait pas avant. Voilà, qui n'existait pas. Et le registre, on ne peut pas parler. Avant 2004, on parle des statistiques de façon biaisée. C'est des statistiques d'institutions privées et publiques. Et ça n'a pas vraiment une base scientifiquement recommandable. Et actuellement, justement, le registre de Casablanca, qui est un registre qui est un grand registre qui intéresse plus de 10% de la population marocaine. Et selon tous les épidémiologistes, c'est un registre représentatif à partir duquel on peut exploiter et explorer toutes les données sur la nation. Donc on peut dire qu'on a un registre qui est vraiment scientifiquement basé. Et donc voilà, donc c'est très important. Et actuellement, comme ça a été dit, c'est qu'on connaît actuellement les cancers les plus fréquents, que ce soit chez la femme et chez l'homme. Le défi qu'il faudrait développer, parce que ce registre reste toujours descriptif, mais peut-être qu'il faut le faire évoluer vers l'analytique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a juste les cas déclaré de cancer, mais on n'a pas le suivi. On ne sait pas si c'est un cas guéri, non guéri, etc. On ne sait pas encore. Non. Si, on a tout. On a tout ça, mais il faut aller vers beaucoup plus d'analyse. Par exemple, je peux vous dire, par exemple, pour revenir à votre question, la mortalité, on n'a pas encore des chiffres exacts de la mortalité. Mais je peux vous donner directement que le cancer le plus mortel dans le monde, et au Maroc, dans le Maghreb, dans les pays arabes, c'est le cancer de poumon. Et il est moins fréquent que le sein, mais il est plus mortel que tous les cancers réunis. Et c'est pour ça que vraiment la prévention, c'est elle qui joue. Et d'autant plus que lorsqu'on sait que le cancer de poumon... La prévention est le seul traitement du cancer du poumon. Lorsqu'on sait que le cancer de poumon, il évolue de stade localisé au stade localement avancé, au stade métastatique, comme tous les cancers. Dans le stade localisé, on peut le guérir par la chirurgie et plus le traitement. Mais malheureusement, le stade localisé du cancer de poumon ne représente que moins de 10%. Les 80% ou 90% de cancer du poumon, c'est localement avancé et métastatique. Et donc, le traitement, malheureusement, c'est un traitement palliatif. Il y a toujours donc des médicaments et des progrès sur le plan thérapeutique, mais ça reste toujours dans le cadre palliatif. Pour dire que la prévention joue un rôle dans le cancer du poumon et l'équation tabac-cancer du poumon, il faut vraiment, peut-être qu'on peut revenir sur ça après. Non, on y est, allons-y. Vous êtes justement, on parle de causes, parce qu'on va aller vers les causes des différents cancers, elles sont variées, et puis ça nous permettra de revenir aussi sur cette maladie qu'est le cancer, qui n'est pas nouvelle. On a trouvé des traces sur certaines recherches en faisant sur des os, dans des grottes, d'un point de vue préhistorique. On est quand même sur une maladie qui existe depuis on va dire le début de l'humanité, je sais pas, mais en gros, et qui dans son traitement a subi une évolution assez importante. Pour revenir, je peux dire que la mortalité, c'est un cancer très mortel. Et la prévention joue un rôle très important. Et le dépistage précoce d'ailleurs de tous les cancers, le diagnostic précoce permet d'avoir des chances de guérison beaucoup plus importantes. C'est-à-dire un stade localisé, quel que soit le cancer, on peut le guérir. La guérison, elle va tendre jusqu'à 99%, 100%, 95%. Alors, un stade malheureusement métastatique, on a peu de chances de le guérir, malgré que actuellement, avec les thérapeutiques, avec l'évolution, avec la connaissance de plus en plus maîtrisée de la cancérisation de la cellule, avec des médicaments actuellement qui sont très efficaces, on arrive quand même à avoir des longs survivants et une efficacité plus intéressante. Mais ça a l'air clair, d'après tout ce qu'on entend dans tous les médias depuis des années et des années avec toutes les campagnes. Est-ce qu'il faut répéter encore une fois la relation entre le tabagisme et le cancer du poumon? Est-ce que, quand on parle de prévention, est-ce que vous pensez que le message passe encore lorsqu'on pourrait comparer avec les chiffres de l'utilisation du tabac dans des pays en voie de développement comme le nôtre, qui sont extrêmement en hausse? Est-ce que c'est l'argument, finalement? Parce qu'on a l'impression que ça l'est pas. Le tabac est à l'origine de 20 à 30% de tous les cancers, pas uniquement de tous les cancers, oui. Pas uniquement le cancer du poumon. Donc le tabac est à l'origine dans plus de 90% des causes. Il y a le cancer de la vessie, qui est le 4e cancer chez l'homme au Maroc. Et dont plus de la moitié sont causés par le tabac. Et on dit que le tabac tue la moitié de ses fidèles consommateurs. Donc, entre autres, le cancer. Donc, je pense que la lutte contre le tabac pourrait vraiment représenter l'atout majeur de la lutte contre le cancer. Il n'y a pas de doute.
Je voulais juste rajouter que par rapport à tous les facteurs de risque connus pour l'ensemble des cancers, quelle que soit la localisation, le tabac reste le principal facteur de risque qui est incriminé dans énormément de cancers. De manière transversale. Depuis la bouche, la lèvre, l'œsophage, la trachée, le poumon, la vessie, la peau, et je passe. Et donc si on arrive à maîtriser ce facteur de risque, qui est un facteur de risque comportemental, on arrive à réduire un grand nombre de cancers. Et bien sûr, la causalité, cause à effet entre le facteur de risque et la maladie, elle n'est plus approuvée scientifiquement, elle est là. Dans 95% des cas, le tabac donne un cancer de poumon. Ce qu'il faut peut-être maintenant, les choses sur lesquelles il faut agir, c'est la connaissance de la population, c'est la prise de conscience par rapport aux risques qu'ils vivent en fumant. Et c'est ça le défi, en fait. Le défi majeur, c'est que la personne, même quand on va questionner les individus, ils sont conscients de la relation, ils savent que c'est mauvais, ils savent que ça donne les cancers, mais ils ont du mal, pour plusieurs raisons, à arrêter de fumer, à éviter ce comportement. Juste, je vais faire une transition qui peut être tendancieuse, mais en gros, si on n'arrive pas à convaincre les gens d'arrêter de fumer en liant la cigarette au cancer, est-ce qu'on peut leur parler de ce que coûte finalement le traitement d'un cancer à partir du moment où on l'a? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte quand même? Parce que ce sont des traitements extrêmement lourds. Ça coûte horriblement cher et je reviens aussi à dire qu'en 2015, on ne peut plus, c'est-à-dire de faire une équation. C'est une équation. Tabac est égal cancer. Il n'y a plus de discussion sur ça. Avant, c'était un débat des années 50 et des années, lorsqu'il n'y avait pas d'études épidémiologiques. Et actuellement, on a des études épidémiologiques et des études scientifiques qui permettent de dire, voilà, il y a des substances cancérigènes et tabac est égal à cancer. Et je reviens aussi à un débat récurrent chaque fois lorsqu'on parle aux malades, par exemple, dans notre consultation, en leur disant, écoutez, il faut arrêter le tabac. Ils disent, ils te donnent toujours un contre-exemple en disant, je connais quelqu'un qui a fumé pendant 80 ans, il a fumé toutes les catégories de cigarettes et il n'a rien, il est en bonne santé. Je connais quelqu'un qui n'a pas fumé et qui a un cancer. Donc ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est des contre-exemples qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, ça permet à répondre à la question suivante, les causes de cancer, parce qu'on n'est pas égaux devant un facteur exogène. Le tabac, c'est un comportement, et donc ce comportement, c'est en fonction de la prédisposition de chacun. Donc il y a des gens qui peuvent détoxifier la substance cancérigène, et il y a des personnes qui ne peuvent pas la détoxifier. C'est pour ça, et c'est comme ça qu'on explique un peu pourquoi on a un cancer versus pourquoi on ne l'a pas. Mais je reviens à la question de coût. Le coût de la cigarette et le coût du cancer et la cigarette aussi, mais bon, c'est pas mesurable. Cigarette. En plus. En plus, voilà. Et puis après le cancer du poumon, prenons l'exemple du cancer du poumon, parce que c'est lui qui est le plus... Pouvez nous donner un chiffre pour qu'on comprenne bien, qu'on mette un chiffre, je ne sais pas, prenez à partir du moment où quelqu'un vient chez vous, un cancer est déclaré à un certain stade, il doit subir un ensemble de chimiothérapie, j'imagine, jusqu'à, imaginons qu'il vive avec, on va prendre le cas le plus optimiste, une personne qui arrive à vivre avec ça, ça va coûter combien? Je vais vous donner un exemple d'un cancer du poumon, par exemple, qui est dépisté à un stade métastatique. Le stade métastatique du cancer du poumon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a deux types de cancer. Il y a l'épidermoïde et l'adénocarcinome. Et dans l'adénocarcinome, c'est le plus fréquent actuellement. Et donc, on fait déjà des bilans au niveau de ce cancer. Parce que le cancer, ce qui a changé actuellement en 2015, c'est que le cancer n'est plus homogène. C'est-à-dire un cancer du poumon, il n'est pas homogène. Le cancer du poumon, c'est plusieurs cancers en même temps. Parce que le développement, la connaissance, comme je viens de dire, du mécanisme et les caractéristiques biomoléculaires changent. Et le cancer du poumon actuellement, on a plusieurs catégories de cancers. Et en fonction de chaque catégorie de cancer et de ses caractéristiques, on a un traitement qu'on va adopter, plus ou moins ciblé, ce qu'on appelle le traitement personnalisé actuellement. Je prends l'exemple, je reviens à l'exemple. Lorsqu'on a un adénocarcinome métastatique de cancer du poumon, il faut faire ces analyses. Ces analyses sont coûteuses. On les sous-traite. Actuellement, il y a des laboratoires au Maroc qui peuvent le faire. Ils sont coûteuses. Lorsqu'on a ces analyses, si par exemple il y a une mutation, une caractéristique positive, il y a un traitement qui correspond à cette caractéristique. Et je peux vous dire que toutes les caractéristiques, les médicaments qui ciblent cette caractéristique, ils coûtent entre 20 000 dirhams à 40 000 dirhams la cure. Et lorsqu'on sait qu'on va continuer ces cures pendant
un temps, je dirais, j'ai pas illimité, mais jusqu'à progression ou jusqu'à toxicité limitante, vous pouvez imaginer le coût que peut coûter. Et lorsque ça récidive, ça progresse, je suis obligé encore de faire une autre chimiothérapie ou un traitement personnalisé en fonction encore des caractéristiques et ainsi de suite. Donc le coût, il est Alors, en parlant de facteurs externes, j'ai un tweet de Abdel sur Twitter qui nous dit si on veut réellement lutter contre le cancer, il faut revoir notre façon de produire nos denrées, nos fruits et légumes. Ça aussi, c'est un débat. On parle de cigarettes, mais il y a d'autres facteurs. Est-ce que notre manière, à nous, Marocains, de se nourrir, là je vois de quoi il parle, hein, c'est-à-dire en gros tous les produits et pesticides qui peuvent être utilisés, mais il y a, avant qu'on arrive à ça, il y a aussi la manière avec laquelle on s'alimente, la manière avec laquelle on boit. Il y a des gens qui consomment de l'alcool. Est-ce que tout ça aussi, on connaît l'impact exact de l'alimentation au niveau du Maroc? Alors, parmi l'ensemble des facteurs de risque incriminés dans la genèse des cancers, nous avons par catégorie, nous avons principalement les facteurs de risque comportementaux. Et là-dedans, on met tout ce qui est cigarettes, alcool, alimentation malsaine, obésité, je dirais. Bien sûr, et pour lutter contre tout ça, il faut arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, faire de l'activité physique et manger sainement. Manger sainement, c'est manger plus de fruits et de légumes et diversifier l'alimentation pendant la journée. Ce sont les recommandations communes même contre le diabète, contre tout autre type de maladie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est les facteurs de risque un peu communs pour l'ensemble des maladies non transmissibles ou maladies chroniques, et je passe. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est facteurs de risque professionnels et facteurs de risque environnementaux. Il y a principalement 3 catégories de facteurs de risque, mais à côté, il y a des facteurs de risque innés à la personne. C'est l'âge, c'est certains cancers qui se voient chez l'homme plus que chez la femme, et des facteurs de risque génétiques, et ça c'est le patrimoine génétique que possède la personne, ou alors qui est hérité. Il y a certains cancers qui sont maintenant décrits comme cancer héréditaire. Le cas du cancer du sein, il y a une catégorie de cancers du sein qui sont dus à des gènes qui sont maintenant identifiés et hérités bien sûr d'une génération à une autre. Alors, j'ajouterai une chose, c'est que c'est vrai, la maladie cancéreuse, c'est une maladie génétique. Mais il ne faut pas confondre la maladie génétique avec la maladie héréditaire. Pour que le message soit prêt, c'est que la maladie... On peut avoir une prédisposition, mais pas automatiquement en hérité. Voilà. Héréditaire, ça veut dire que je transmets mon cancer à ma descendance. Et ça, c'est moins de 5%. C'est à peu près 5% des cancers. Et comme ça a été dit, il y a une certaine catégorie de cancers du sein. Lorsque la mutation de BRCA, on peut transmettre et d'ailleurs le cas d'Angelina Jolie que vous connaissez, donc lorsqu'on a cette mutation, ça veut dire que c'est héréditaire. Il y a le cancer génétique. Donc le cancer, c'est une maladie génétique, ça veut dire que c'est des gènes qui sont malades pour pouvoir donner le cancer. Et donc, pour revenir aussi à la définition de cancer, c'est une cellule qui échappe au mécanisme de contrôle. Et qui se multiplie. Et qui se multiplie de façon, une va donner 2, 2 va donner 4, 4, 16, 64, c'est une multiplication interminable. Et voilà, c'est ça, c'est une maladie clonale à partir d'une cellule qui échappe au mécanisme. Et pour échapper à ces mécanismes-là, donc c'est une caractérisation de la cellule. Et c'est en fonction aussi des paramètres extérieurs, de l'environnement, du comportement, des virus, de l'infection. Et tout ça, donc, va interférer pour, malheureusement, donner le cancer. Et c'est pour ça que les causes de cancer, c'est des causes multifactorielles. Et c'est l'interaction de plusieurs facteurs, que ce soit interne et externe. Alors, Youssef Chami, vous êtes responsable du programme de détection précoce des cancers au sein de la Fondation La SMA. Alors, détection précoce, c'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent et qui sont conscients, qui prennent de leur propre chef la décision de venir consulter. Peut-être qu'ils n'ont rien, hein, on leur a dit, bon, bah, la Ilmoulillah, on va aller voir, et ça permet de sauver des vies. Absolument. La détection précoce, justement, c'est un programme qui est fait pour la population qui est potentiellement saine. C'est-à-dire que quand elle vient dans un centre de santé, on lui propose de faire un test de dépistage donc pour un cancer donné. D'accord ? Alors, en l'occurrence, le cancer du sein et le cancer du col, qui sont, à travers le monde entier, les cancers les plus dépistables
qu'on peut dépister précocement, voire même avant l'apparition d'un cancer invasif pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Donc c'est une intervention de santé publique qui est proposée à une population qui est considérée comme indemne. D'accord ? Et ce test permet donc de déceler des signes ou des anomalies qui permettent donc de conduire à un diagnostic de cancer, que ce soit du sein, que ce soit du col de l'utérus. Mais alors comment on amène les gens, les gens qui sont sains, c'est-à-dire qu'en gros ils se disent moi j'ai rien du tout, dans notre mentalité est-ce qu'on a encore cette étude, j'imagine que ça vous sert à ça, à savoir sur quoi appuyer pour que les gens viennent de leur propre chef. Justement, cette étude a montré que les gens sont, la plupart des femmes, puisqu'il s'agit de femmes, sont déjà sensibilisées au dépistage du cancer du sein. Pour le col, ce n'est pas encore, on n'a pas encore fait de campagne de sensibilisation, mais pour le sein, les femmes sont sensibilisées. Il y a vraiment une forte minorité de femmes qui ne le sont pas, ou là, qui se considèrent comme non concernées par le dépistage, ou bien parce que, soi-disant, elles ne présentent pas de symptômes, c'est pour ça qu'elles ne se présentent pas. Mais la majorité des femmes, et je pense que pour le ministère de la Santé et la Fondation, l'objectif a déjà été atteint. Donc, puisque sur un cycle de 2 années, 2013 et 2014, plus de 60% donc, des femmes ciblées par le dépistage du cancer du sein ont fait donc, ce dépistage. Et ça a permis donc, de diagnostiquer donc, un certain nombre de cas. Actuellement au Maroc, sur les 7000 cas attendus de cancer du sein, il y a plus de 6000 qui sont pris en charge dans les structures de traitement. Excusez-moi, le taux de guérison du cancer du sein? Le cancer du sein peut guérir définitivement s'il est pris en charge précocement. Il peut guérir définitivement. Je voudrais juste ajouter que grâce à ce dépistage, actuellement dans les structures comme l'Institut national d'oncologie, le Centre Mohamed VI pour le traitement des cancers, on a commencé à voir des cas de cancer du sein qui ne nécessitent que la chirurgie, sans avoir recours à la chimiothérapie ou à la radiothérapie ou à l'hormonothérapie. Donc ça, c'est vraiment l'impact de ce programme actuellement. Donc, un chiffre pour illustrer l'impact de ce dépistage et de cette sensibilisation. Moi qui travaille à l'Institut national d'oncologie, qui est un institut national qui est le plus grand centre anti-cancer au Maroc, c'est qu'il y a 20 ans, 15 ans, on avait les statistiques de l'Institut, on avait plus de 60% des maladies métastatiques. Donc, sur 100 patients, on a 60% qui sont un peu dépassés. C'est métastatique, disséminé, et puis après 30 à 40% de maladies localisées. Actuellement, on a moins de 10% de maladies métastatiques et on a 80 à 90% de maladies. Donc ça veut dire que quand même, là, il y a une sensibilisation, les malades viennent un peu précocement. Et d'ailleurs, il y a une équation aussi, c'est que tant que le malade vient à un stade précoce, tant qu'on a beaucoup plus de chances de le guérir. Alors justement, j'allais vous poser la question, où est-ce qu'on peut finalement aller, quelles sont les structures aujourd'hui qui existent pour que les gens puissent aller se faire dépister précocement? J'ai une question sur Twitter. Le dépistage des cancers s'appuyant sur des campagnes de sensibilisation n'est pas efficace. Ça, c'est l'avis de ce tweetos. Il faudrait se déplacer vers le citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut, au lieu d'amener les gens, est-ce qu'il faut faire des caravanes, ce genre de choses? Est-ce que c'est efficace? En complément avec ce qui vient d'être dit, grâce au partenariat avec la Fondation, entre le ministère de la Santé et la Fondation Lalla Salma, on a pu mettre en place un programme national de détection précoce du cancer du sein et du cancer du col, et qui a été officiellement lancé et institutionnalisé en 2010. Ce programme, il est mis en place dans tous les soins de santé primaires. Ça veut dire tous les centres de santé qui relèvent du ministère de la Santé. On a cette activité qui est mise en place et le dépistage, il est fait par le médecin généraliste et par l'infirmière. Par la suite, suite à l'examen clinique, quand on détecte quelque chose chez la femme, on la réfère pour qu'elle fasse sa mammographie. Et la mammographie, dans le cadre du programme national de détection précoce, elle est gratuite. Elle est faite soit au niveau des centres ce qu'on appelle les centres de référence santé de la reproduction, ou alors au niveau des hôpitaux publics. Et tout ceci se fait dans le cadre du programme et tous les services sont rendus gratuits.
Pour le cancer du col, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a été lancé en même temps que le dépistage pour le cancer du sein, mais comme ça nécessite une formation, une mise à niveau des centres de santé et un petit équipement, l'évolution, elle se fait progressivement. On est au niveau de 8 régions sur les 12 de tout le pays. Et donc, les personnes qui posent la question par rapport au lieu, des endroits où on fait le dépistage, c'est tous les centres de santé du ministère de la Santé. Vous voyez, il y a une carte ici qui représente finalement tous les centres qui existent. Mais alors ça, ce sont les centres de référence de la santé. Ça, c'est les centres de référence. C'est là où il y a les mammographies et l'échographie gratuite pour le cancer du sein et la colposcopie pour le cancer du col. Alors on a une couverture suffisante aujourd'hui pour la détection? Actuellement, il y a 25 centres de référence qui sont opérationnels. Et d'ici 2019, il y aura un centre de référence pour le diagnostic du cancer du sein et du cancer du col dans chaque province. Donc c'est une couverture qui est suffisante aujourd'hui? Absolument. Pour le moment, elle est suffisante parce que dans les provinces où on n'a pas encore de centre de référence, de toute façon, il y a un programme, une accélération du programme de construction d'ici la fin 2019, parce qu'en 2019, on doit avoir vraiment la couverture nationale. Mais actuellement, il y en a 25 qui sont opérationnels, fonctionnels, et les provinces où il n'y a pas. Donc il y a un service hospitalier qui offre ce service donc, de diagnostic gratuitement, comme l'a dit le Dr Belkhel, donc pour la mammographie et la colposcopie pour le col. Alors, en ce qui concerne tous les autres types de cancers, parce que là on est en train de parler de cancers bien particuliers, en termes de détection, est-ce que ça joue autant que ces cancers-là, qui vous nous avez dit peuvent être tout à fait curables? On va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'un cancer du poumon pris tôt peut être sauvé de la même manière qu'un cancer du sein pris tôt? On y répond juste après une petite pause. D'accord. National de prévention contre le cancer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, a présenté la semaine dernière justement un bilan d'étape de son effet. Mais je vous ai posé une question juste avant la pause. Est-ce qu'on a parlé des différents types de cancers qui peuvent être pris tôt, qui peuvent être dépistés, comme le cancer du sein? Est-ce qu'il y a d'autres types de cancers qui... Et donnez-nous la limite sur on va prendre le cancer du poumon, qui, vous nous l'avez dit, est le cancer qui tue le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est rattrapable lorsque c'est pris tôt? C'est sûr, hein, le cancer du poumon, lorsqu'il est pris tôt, il est rattrapable. Le problème, c'est que c'est un cancer qui, malheureusement, n'est pas pris très tôt. Il n'y a pas de signes. Il y a des signes, mais malheureusement, on confond avec les autres signes de poumon. Hein. On sait que la grippe, il y a la pneumonie, il y a pas mal de signes. Le message que je peux donner, c'est qu'à partir de 40 ans, par exemple, chez un fumeur, dès qu'il y a une grippe qui ne se soigne pas, malgré un traitement qui a été très bien adopté et conduit, et il faut vraiment faire attention. Et c'est-à-dire, il y a certains cancers qui sont dépistables, comme le cancer du sein et le cancer du col utérin, mais il y a certains cancers où, malheureusement, le dépistage n'a pas encore trouvé sa route. Le cancer du poumon, il y a pas mal d'essais qui ont été faits aux États-Unis et en Europe pour dire que faire un scanner, il y a des essais qui ont été faits par une radio pulmonaire, faire des radios pulmonaires chez tous les patients qui fument, et ça n'a pas vraiment démontré qu'il y a un effet. Il y a une grande étude actuellement aux États-Unis qui dit que faire un scanner low dose, c'est-à-dire un scanner avec peu d'irradiation, ça permet de dépister certains cancers à un stade précoce. Mais vraiment, c'est très coûteux. C'est pas vraiment comme le dépistage du cancer du sein et du cancer du col. En matière de détection précoce des cancers, il y a deux approches. Il y a une approche de dépistage et il y a une approche de diagnostic précoce. Alors, il y a des cancers qui sont dépistables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, pour le moment, il y a trois cancers. Pourtant, ils sont là. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, on peut avoir un cancer qui ne se déclare pas. Il y a trois cancers qu'on peut dépister. Il y a le cancer du sein, le cancer du col, et il y a le cancer colorectal. Les trois cancers qu'on peut dépister. Pourquoi on peut les dépister? Tout simplement parce qu'il y a des tests qui sont fiables, qu'on peut utiliser pour dépister des signes et des symptômes ou des marqueurs, donc pour être sur la voie d'un diagnostic très très précoce, voire même d'une lésion précancéreuse, donc et arriver à traiter le problème.
Il y a des approches de diagnostic. Il y a des approches de diagnostic, par exemple, pour les cancers de l'enfant. Les cancers de l'enfant, on peut donc les diagnostiquer vraiment très très précocement et les guérir définitivement. D'accord ? Pour d'autres cancers, moi je ne crois pas au dépistage du cancer du poumon parce que l'histoire naturelle de ce cancer est vraiment, elle a une courte durée, donc une phase infraclinique très courte. Donc quand le cancer apparaît, il apparaît vraiment à des phases. Donc c'est encore une fois enfoncer le clou sur la prévention. Moi, pour une personne de 40 ans, je lui conseillerais vraiment d'arrêter de fumer ou de ne pas fumer. Et de faire du jogging. Il y a aussi une chose en plus de ça, c'est le symptôme. Ça, c'est un message aussi pour tous les cancers, quel que soit, parce que comme ça a été dit, il y a des cancers dépistables basés sur des études, il y a des cancers, mais n'importe quel signe qui ne disparaît pas, et surtout répétitif, avec un traitement anti-infectieux, anti-inflammatoire qui ne disparaît pas chez une personne plus ou moins âgée, qui a des facteurs de risque, là, il faut vraiment aller s'orienter pour essayer donc de faire un diagnostic précoce le plus vite possible. Alors je voudrais juste ajouter que pour le Maroc, le plan national, justement, le plan national de prévention et de contrôle du cancer a recommandé donc de mettre en place un programme national de détection précoce du cancer du sein et du col utérin. Alors le cancer colorectal nécessite vraiment beaucoup de moyens donc pour vraiment le dépister et rendre ce dépistage accessible à la population. Il y a des moyens qui sont utilisés dans d'autres pays comme les tests immunologiques, etc., comme l'hémoculte, etc., mais dans une population marocaine, on aura beaucoup de faux positifs parce qu'il y a une pathologie intestinale très, très fréquente, il y a une pathologie hémorroïdaire, donc on va avoir beaucoup de traces de sang dans les selles. Et donc c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est dur de dépister parce qu'on a des symptômes similaires dans des pathologies qu'on a déjà de manière récurrente au Maroc, dû aux habitudes alimentaires, j'imagine. Alors ce plan national de prévention et de contrôle du cancer a été lancé en 2010. Alors, bon, vous nous avez dit, là, par exemple, a été décidé d'augmenter la stratégie de dépistage du cancer. Aujourd'hui, le bilan, on est quasiment à mi-étape. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, le plan national de prévention et contrôle du cancer, mis en place, élaboré en partenariat entre le ministère de la Santé et la Fondation Leila Selma, est une stratégie d'action étalée sur 10 ans, allant de 2010 à 2019, et qui regroupe 78 mesures opérationnelles structurées en 4 grands axes: la prévention, la détection précoce, la prise en charge diagnostique et thérapeutique et les soins palliatifs. 5 ans après son lancement officiel, nous pouvons être, et selon les résultats à mi-parcours en 2015, nous pouvons dire qu'on est fiers des réalisations. De point de vue prise en charge, il y a eu un développement de l'infrastructure de façon très importante. Nous sommes passés de 2 centres de prise en charge à Rabat et à Casablanca à 13 centres d'oncologie, dont 9 centres régionaux d'oncologie qui font de la radiothérapie, de la chimiothérapie. 2 pôles d'excellence spécialisés pour l'oncogynécologie à Rabat et à Casablanca. Nous avons 2 autres centres qui ne font que les cancers de l'enfant à Rabat et à Casa. Et en parallèle, nous avons des projets qui sont en cours. Je citerai le centre régional d'oncologie de Bni Mellel, un autre centre d'oncologie qui aura lieu à Oujda, un autre centre qui va être lancé à l'Ayoun. Nous avons aussi des centres d'oncologie d'hémato-onco-pédiatrique au niveau du CHU de Marrakech et au niveau du CHU de Fès. Tout ça fait que l'offre de soins, elle a vraiment été multipliée par 10 pour la prise en charge thérapeutique. En parallèle, nous avons les petits centres qui ne font que le dépistage et le diagnostic du cancer du sein et du col. Nous sommes, comme ça a été dit tout à l'heure, à 25 centres opérationnels à l'échelle nationale et 15 autres en cours de construction.
Et la norme, c'est d'arriver à avoir un centre de référence pour le dépistage au niveau de chaque province d'ici 2019. Donc déjà, au jour d'aujourd'hui, on peut s'estimer heureux par rapport aux résultats atteints à mi-parcours en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de développement de ressources humaines, principalement ressources humaines médicales. Alors, les ressources humaines médicales, il y a eu un développement de l'effectif, des compétences en ressources humaines, principalement les médecins radiothérapeutes et les médecins oncologues médicaux. Il y a eu le développement des ressources paramédicaux, principalement les infirmiers et les préparateurs de chimiothérapie, et d'autres ressources donc indispensables. Il y a un ensemble de choses qui a été mis en place. Là, c'est en termes d'infrastructure, en termes de, bon, pas même les moyens humains, je vous ai posé la question, mais là, est-ce qu'on a vu le résultat d'un point de vue je ne sais pas si on parle de pathologie, en termes de cancer, on ne parle pas de pathologie, si, mais bon, si, non, oui, c'est une pathologie, mais en termes de malades, en termes de guérison. Il y a quand même des résultats positifs, comme ça a été dit. Moi, je résume ça en 3 choses. Il y a la formation, en 10 ans, je vous donne l'exemple. Avant 2004, il y avait un oncologue médical universitaire. Maintenant, on a 80. On a vraiment un processus dynamique de formation d'un spécialiste. Comme vous le savez, le cancer, il est traité par 3 spécialistes au minimum. C'est une concertation entre plusieurs spécialistes. On ne traite pas un cancer par un seul médecin. Donc, on est obligé de former plusieurs spécialistes en même temps. Et donc, il y a les oncologues qui ont été formés. Il y a les radiothérapeutes. On a plus de 150 radiothérapeutes au Maroc. Plus de 80 oncologues qui ont été formés au Maroc, une formation marocaine. Et puis après, il y a les chirurgiens d'organes. Avec les infirmiers aussi, la formation dynamique. En plus de ça, il y a l'infrastructure, les centres hospitaliers, donc les centres régionaux de CHU, ça je vais pas revenir sur ça. Il y a aussi la logistique, je vous donne un exemple. L'accélérateur linéaire, qui est un appareil pour traiter, pour donner les radiations, pour traiter un patient qui nécessite une radiothérapie. En 1990, il y avait un seul accélérateur au Maroc. Et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque, pour un pays émergent comme le nôtre, il fallait un accélérateur ou un cobalt, à l'époque un cobalt, un accélérateur pour 1 million d'habitants. Actuellement, on a presque 35 accélérateurs linéaires. Donc on est au-dessus de la norme de l'OMS. On est au-dessus. Enfin, de la recommandation de l'OMS. Lorsqu'on se compare, je ne vais pas me comparer en France, non. Je vais me comparer au pays de Maghreb. La Tunisie, elle était mieux que nous en 1990 parce qu'il avait un accélérateur pour à peu près 6 millions d'habitants. Avant, on avait un accélérateur pour 20 millions d'habitants. Maintenant, on a dépassé nos amis tunisiens, nos amis algériens sur le plan accélérateur. Ça, c'est un exemple pour illustrer la logistique et l'infrastructure qui a été réalisée au Maroc. Je peux même dire que le Maroc actuellement est situé après l'Afrique du Sud sur le plan infrastructure et logistique. Alors tout cela, c'est le résultat du plan national de prévention et de contrôle du cancer, justement, parce que ce plan constitue la feuille de route. Mais c'est allé vite en 5 ans. 2010 à 2019. Et justement, l'évaluation qui a été faite à mi-parcours et qui a été faite par le Haut Conseil de santé publique de France, par les experts du Haut Conseil de santé publique de France, a montré que pratiquement le Maroc, actuellement, il est vraiment au top de la technologie en matière donc, de traitement, ou que ce soit en matière de diagnostic du cancer. En Afrique, je pense qu'avec l'Afrique du Sud, le Maroc constitue vraiment les pays où actuellement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire traiter au Maroc. Il y a des Italiens qui viennent se faire traiter au Maroc, des Algériens qui viennent se faire traiter au Maroc, des Tunisiens, des Italiens. Donc, il y a beaucoup d'évolution en ce qui concerne l'infrastructure, mais aussi en ce qui concerne donc les équipements. Je vais juste donner un chiffre. En 2012, il y avait 64 000 malades sous traitement. En 2014, ils étaient 200 000. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le malade atteint de cancer vit plus longtemps, de plus en plus. Donc, plus on avance, plus, c'est ce qu'on appelle la file active, donc il vit plus longtemps. En plus, il y a une politique du médicament pour le traitement du cancer. Il y a une politique du médicament. Actuellement, au Maroc et en 2015, je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu l'achat de 420 millions de dirhams de médicaments pour traiter le cancer. Et ça, c'est vraiment un chiffre vraiment, je dirais, irréel. Mais c'est pour justement faciliter l'accès
au traitement. Et je vais dire un autre chiffre. En 2014, il y a 18 000 malades ramédistes qui ont été soignés gratuitement dans les structures publiques d'oncologie. Mais ça, c'était la question que j'allais vous poser, parce qu'on voit bien que la technologie est là, on voit bien que les infrastructures sont là par rapport à la maladie, mais l'accès aux soins aussi, c'est un Cette politique réel... du médicament, c'est un partenariat entre le ministère de la Santé, donc, qui achète près de 100 millions de dirhams de médicaments, les CHU qui achètent 100 millions de dirhams de médicaments par an, et la Fondation donc, qui achète 200 à 240 millions de médicaments, de dirhams de médicaments chaque année. Alors, j'ajouterais oui, sur le plan médicaments, parce que moi je suis oncologue, ma spécialité c'est le médicament justement, traité par les médicaments. Et là on était frustrés avant, parce qu'on avait des thérapeutiques très efficaces, mais malheureusement très coûteuses. Avant donc, ce programme Access, on a le patient, s'il a la couverture, ou là il peut acheter ses médicaments, il n'y a pas de problème, mais malheureusement il y a une catégorie de patients où on est frustré, on peut pas prescrire, malgré qu'il y a une indication. Et c'est grâce au programme, et je peux dire que vraiment le Marocain, ils peuvent être fiers de ça, les ramédistes, les malades qui ne peuvent pas acheter, c'est le seul pays qui donne les médicaments gratuitement. Et vous avez parlé de coûts il y a un instant, je peux vous dire, je prends le cancer du sein par exemple, il y a un médicament qui est très efficace chez une catégorie de sein, ça coûte à peu près 50 millions de centimes. Et les malades chez nous, on les traite pendant une année, sans payer aucun dirham. Alors, voilà. juste si vous permettez, dans le cadre de l'accès au traitement de façon générale, alors les malades démunis au Maroc maintenant, ils ont tout leur traitement gratuit. Les professeurs Rehani, Dr Chami, ils ont parlé de l'accès au traitement de chimiothérapie, d'oncologie médicale, mais tout le reste, y compris la chirurgie, la radiothérapie, elle est offerte aussi de façon gratuite aux malades démunis ou qui ont la couverture, qui sont sous régime, sous RAMED, régime d'assistance médicale aux économiquement démunis. Alors, il y a une convention qui a été signée de partenariat entre la Fondation, le ministère de la Santé et les élus de la région Beni Mellel Khenifra. On reste dans cette logique d'accélération de mise en place d'infrastructures. Alors justement, la Fondation, l'Slma, élabore des conventions avec les régions pour la prise en charge de la maladie cancéreuse au niveau de la région. Et c'est des programmes donc, de financement pour la création de centres d'oncologie. Par exemple, si je prends l'exemple de Beni Mellel, c'est tout le schéma de l'offre de soins en oncologie pour toute la région de Beni Mellel Khenifra. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'au niveau de la province de Beni Mellel, il va y avoir la construction d'un centre d'oncologie et d'un centre de diagnostic avec une IRM, un scanner et de la médecine, un service de médecine nucléaire pour le diagnostic du cancer. Il y aura la construction d'une maison de vie. Donc une maison de vie, c'est pour abriter les personnes qui sont atteintes de cancer et qui n'habitent pas, qui sont dans la région, qui sont dans la région, soit à la province de Khrebga, soit à la province de Khenifra, soit à la province de Frebn Saleh, Azilal, etc. C'est quelque chose donc qui leur permet de suivre adéquatement leur traitement pendant toute la durée du traitement. Ils sont hébergés donc dans ces maisons de vie. Et puis il y aura aussi l'acquisition d'une unité mobile de mammographie pour faire les dépistages dans les zones les plus enclavées donc de la région. À côté de cela, il y aura la construction de centres de référence pour la santé de la reproduction, pour le diagnostic des cancers du sein et du col, donc dans chacune des provinces de la région. Donc il y en aura un à Khrebga, un à Beni Mellel, à Zilal, Frebn Saleh et un à Khenifra. Donc pour que vraiment tout le schéma de l'offre de soins en oncologie soit complet au niveau de la région. Comme il y a eu la Fondation Lalla Salma insuffle 160 millions de dirhams. C'est 160 millions. Non, c'est le projet, le coût global du projet, c'est 160 millions. Le coût global, c'est 160 millions de dirhams. De dirhams. La Fondation apportera 100 millions de dirhams. Les conseils élus apporteront 30 millions de dirhams et le ministère de la Santé apportera 30 millions. On voit bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Absolument. Ouais. Et donc la mobilisation, on parlait de prévention tout à l'heure, il y a aussi la mobilisation des fonds. On arrive à mobiliser des fonds? Toutes ces campagnes servent à ça aussi? Il y a eu des projets similaires dans le Grand Casablanca, dans le Grand Fès, à Meknès,
bientôt, Inch'Allah, dans d'autres régions. Donc, vraiment selon le même schéma et en fonction des spécificités et des besoins identifiés au niveau de ces régions. Ça aussi, je vais parler, on a parlé de traitement, mais aussi le Maroc, il faut rendre hommage aussi au diagnostic, parce que pour traiter un cancer, il faut le diagnostic. Et le Maroc, c'est parmi les premiers pays au Maghreb et dans l'Afrique du Nord qui a donc une potentialité, une infrastructure diagnostique intéressante. Je vous donne l'exemple, par exemple, de PET-scan, qui est vraiment un scanner relié à la scintigraphie. C'est vraiment la radio ou l'instrument qui nous permet des fois, dans certaines localisations, de connaître la diffusion de la maladie, la cartographie de la maladie avant donc une stratégie thérapeutique. Et le Maroc, on a quand même une infrastructure qui est tout à fait non négligeable dans ce. Alors, le Maroc est devenu le premier pays africain à avoir rejoint le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Ça représente quoi, ça, quelle implication ça a? Alors, effectivement, le Maroc, en mai 2015, il est devenu membre du Centre international de recherche sur le cancer. Et premier pays africain à devenir membre de ce centre de renommée internationale, c'est le centre de l'OMS, c'est le centre de recherche sur lequel se base l'Organisation mondiale de la santé. Et de point de vue partenariat, ça va apporter énormément de choses. Nous serons prioritaires en matière d'accompagnement par rapport de ce centre vis-à-vis des recherches menées au Maroc. Il y a des échanges pour la formation, pour les stages au niveau de ce centre. Et il y a des formations aussi qui se font au Maroc et qui sont encadrées par les chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer. Entre autres, principalement, c'est ça. Et on sait très bien que pour vaincre le cancer, c'est la recherche. Absolument. La recherche Absolument. a évolué d'une manière absolument incroyable. On ne traite plus le cancer de la même manière qu'il y a 40 ans. Et les doses de chimiothérapie, de radiothérapie n'ont absolument aucune commune mesure. C'est grâce à la recherche qu'on est actuellement. On parle de thérapeutique personnalisée, de thérapeutique ciblée. Je viens de dire que le cancer du poumon, grâce à la recherche, c'est plus un seul cancer, c'est plusieurs cancers. Le cancer de sein, c'est plusieurs cancers. D'ailleurs, la question récurrente qui revient toujours chez nous malades, pourquoi cette malade a eu ce traitement et pas moi? Pourquoi cette malade a eu une année de traitement et pas moi? Donc parce que actuellement on est en train de différencier plusieurs types de cancers pour essayer donc de se diriger vers une thérapeutique personnalisée et qui va donner beaucoup plus d'efficacité et moins de toxicité. Et la recherche, je reviens à la recherche, ça va booster, comme ça a été dit par Dr Belkhel, ce partenariat avec le Centre international, ça va booster déjà une recherche déjà existante au Maroc, mais avec l'Institut de recherche qui est créé actuellement à Fès pour essayer donc de développer la recherche. D'ailleurs, avec l'initiative de la Fondation El Slema, je dirais que les chercheurs marocains, et comme ça a été dit, l'oncologie et la cancérologie, c'est une spécialité dynamique. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être chamboulé l'année prochaine. Voilà, dans 6 mois ou dans une année. D'ailleurs, les protocoles et les standards, ils sont en perpétuel changement, justement grâce à la recherche. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, comme quoi cette recherche, il est vraiment fondamentale. En 1970, on guérissait un malade sur 5. 20% de guérison de cancer. En 2015, je peux dire qu'on peut guérir jusqu'à 60 à 70% de malades sur 3. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une évolution et puis après, la connaissance de la cancérologie et de cancer nous permet de traiter. Moi, je voudrais juste, dans ce sens, apporter donc une information. C'est la création d'un institut de recherche sur le cancer au CHU de Fès, donc qui est actuellement opérationnel, et la fondation donc a donné donc je pense 11 ou 12 bourses donc pour la recherche sur la thématique cancer, que ce soit la recherche clinique, que ce soit la recherche en biologie pour le diagnostic, etc. Donc il y a 11 ou 12 sujets de recherche qui sont actuellement, et bientôt il va y avoir un autre appel à candidature pour de nouveaux doctorants pour mener des sujets de recherche au niveau de cet institut.
Alors, en termes de traitement, il nous reste à peu près 5 minutes. On parle de recherche, on parle de futur pour le cancer d'un point de vue beaucoup plus général, sortant un peu du Maroc. On en parlait avant l'émission, on entend parler d'un vaccin contre le cancer qui est en train d'être étudié, mis à l'épreuve, testé. Est-ce que là aussi on est sur des pistes qui peuvent aller vers l'avenir? On est dans l'immunothérapie, on est en train de voir de quelle manière vaincre le cancer. Vous y croyez? Il y a deux types d'immunothérapie. Moi, en tant qu'oncologue, je vais parler de deuxième type. Je laisserai ces chamis qui s'occupent donc de la détection précoce et tout ça pour parler de l'autre, le type d'immunothérapie qui est en train de bouleverser actuellement la science oncologique. Ça fait 3 ou 4 ans. C'est l'immunothérapie par des anticorps monoclonaux qui vont restaurer, parce qu'on vient de comprendre que le cancer, il est très malin. Il a des caractéristiques pour endormir l'immunité naturelle de la personne. Et pour pouvoir, parce que l'immunité, il joue un rôle important. Lui, la cellule cancéreuse, il a certaines antigènes et certaines caractéristiques. C'est le cambrioleur qui endort le chien pour pouvoir passer par la porte. J'essaie de vulgariser parce que si on... C'est à peu près voilà, ça. D'accord. Et donc, actuellement, on a compris ce mécanisme-là et on a fabriqué, confectionné des médicaments qui pour réveiller le chien. Pour réveiller le chien. Très bien. Et ça bouleverse la cancérologie actuelle. Et ça va venir parce qu'actuellement, il y a des médicaments qui sont en accélération d'approbation au niveau des États-Unis et en Europe. Et ça va arriver au Maroc. Le seul petit effet secondaire de ces traitements, c'est le coût qui reste exorbitant. Le deuxième type, c'est la vaccination. Il y a déjà des vaccins qui sont anciens, qui protègent contre le cancer. C'est le vaccin contre l'hépatite B, qui est actuellement introduit dans le cadre du programme national d'immunisation, où la couverture dépasse les 90%. Il y a aussi le vaccin contre le human papillomavirus, donc, qui cause le cancer du col de l'utérus dans une proportion de 70%. Ce vaccin, il ne fait plus l'objet donc d'études ou de recherches. Au fait, la recherche qu'il y a, c'est de trouver des vaccins encore plus performants et plus efficaces. C'est un vaccin qui est actuellement mis en place dans 65 pays, qui est déjà donc en Australie en vaccine. Donc c'est un vaccin qui est destiné aux jeunes filles âgées entre 9 et 14 ans. Actuellement, en Australie, on vaccine même les garçons. Donc c'est des vaccins qui ont montré leurs preuves, leur innocuité, et je pense que le Maroc est bien préparé. Toutes les directives concernant donc l'introduction de ce vaccin sont prêtes. C'est une question donc de sécuriser le budget pour vraiment démarrer le plus rapidement possible. Je pense que c'est une question d'une année ou deux maximum, donc pour introduire cette vaccination. Et vous êtes tous des professionnels, c'est un vœu pieux. Est-ce qu'on pourra, parce que c'est une maladie tellement ancestrale, est-ce qu'on peut avoir cet espoir qu'un jour cette maladie soit éradiquée? Pas tous les types de cancers, mais on va dire les plus mortels. Ça, je crois qu'on est sur le bon chemin, parce que vraiment, en 40 ans, comme je viens de dire, on est passé de 20% à 60%. Et pour aussi relativiser ce chiffre, il y a des cancers qu'on peut guérir à 100%. Même métastatiques, les tumeurs germinales de testicules par exemple, ils sont curables à 95%, même s'ils sont métastatiques. C'est pour dire qu'il y a certains cancers qu'on peut guérir jusqu'à 90%, mais quel que soit le stade, malheureusement, il y a toujours des cancers qui restent toujours difficiles à traiter, et la recherche, comme ça a été dit, la recherche, on a bien compris, on arrive à la fin de la mission, mais on l'a bien compris. Prévention, détection, finalement, ce sont les clés. Et dépistage, bien sûr, précoce. C'est ce qu'on peut vous conseiller à vous qui nous regardez, bien sûr. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion si vous nous avez pris en route. Et je vous dis à demain.